Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, d'autant que je suis ravi de vous revoir. Bon, même si en gros tout ce que je vois c'est l'objectif 24-70 de mon A7S III. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui va pas du tout vous servir, jamais. Voilà, donc si vous avez autre chose à faire, comme par exemple, je sais pas, jouer à Roblox ou à Minecraft, allez-y, je ne vous en tiendrai pas rigueur, absolument pas. Par contre, si jamais vous voulez vous instruire un petit peu plus, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Voilà, c'est vous qui voyez. Bon, eh bien puisque vous êtes restés, voilà, c'est tant pis pour vous. On va parler aujourd'hui du RAW et de la matrice de Bayer. On sait à peu près tout, surtout si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez à peu près tout ce que c'est qu'une matrice de Bayer. Il y a des petites subtilités, savoir comment ça marche pour de vrai. Et puis le RAW, qu'est-ce que c'est que le RAW? Alors plein de gens qui disent ouais, moi je sais ce que c'est que le RAW. C'est marrant parce que cette personne-là a l'habitude de tourner une ZDC ici à Puzzle, et il me dit mais si regarde sur la RED c'est marqué, tu peux afficher le RAW. Évidemment, c'est pas le RAW que tu affiches sur la caméra. C'est ah ben si. Bon, ok, admettons, je suis d'accord avec toi. Ok, admettons. Bon, maintenant on a tort tous les deux. Et là, il y a un assistant opérateur sur le banc d'à côté, véridique, qui vient, il dit oui non, le RAW, c'est vrai, on peut pas le voir. Le RAW, c'est juste de la data, c'est des données. Et je dis ah bah déjà. Effectivement, c'est des données, mais alors qu'est-ce qu'on enregistre? Il me dit bah ça c'est l'image quoi, c'est les données de l'image quoi. Bon d'accord, du coup. Voilà. C'est taper des mains à l'envers. Effectivement, du coup, c'est des données. Le RAW, c'est pas du tout, mais pas du tout des images. Pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'une matrice de Bayer. Normalement, tout le monde sait à peu près comment ça marche vite fait, une matrice de Bayer. La matrice de Bayer a été inventée par, accrochez-vous, Brice Bayer. Ça va, on a perdu personne. En 1971, lui, c'est un ingénieur de chez Kodak à la base, et il a décidé de créer un truc qui allait un petit peu mettre en PLS l'intégralité de tout son employeur et de l'industrie du film, puisqu'après tout le monde passait en vidéo et qu'aujourd'hui encore, quelques 50 ans plus tard, on continue à utiliser la matrice de Bayer. Regardez un petit peu ce schéma, ce sont du coup des photosites qui constituent votre capteur et ils sont arrangés d'une certaine façon. Si on prend un carré de 4, on a deux photosites verts, un photosite bleu et un photosite rouge. Voilà. Et avec ça, on va constituer notre image. Alors pourquoi est-ce qu'on a comme ça des photosites bleus, rouges, verts? Alors, à la base, il faut savoir que les photosites, ils ne voient pas en couleur du tout. Ils sont monocolores. En fait, ils enregistrent uniquement le nombre de photons qui viennent les percuter sur une période de temps donnée. Donc, ils les mesurent, puis après, ils envoient ça à la caméra. Mais en vrai, si on faisait que ça, on verrait qu'en noir et blanc. Tout l'intérêt de cette matrice de Bayer, c'est de rajouter des petits morceaux de gélatine juste devant chacun des photosites. Et du coup, chacun de ces filtres va filtrer littéralement la lumière pour ne laisser passer que le bleu, ou que le rouge, ou que le vert. Et donc du coup, en faisant ça, on a des photosites qui voient une couleur chacun, ou bien que le rouge, ou bien que le vert, ou bien que le bleu. Du coup, on a nos informations. Pour un pixel donné, on a un tiers de l'information. Et du coup, ça suffit pas pour avoir de la couleur. Il va falloir ensuite, une fois qu'on a toutes nos informations, développer, exactement comme si on filmait avec de la péloche. Il va falloir développer, il va falloir tirer notre image de ce négatif numérique. Et avant de tirer l'image de ce négatif, et du coup de pouvoir la regarder, l'interpréter par nos yeux vus, eh bien on va la stocker dans un fichier, et ce fichier c'est le RAW. Alors qu'est-ce que c'est exactement ces données? C'est tout simplement des millivolts qui sont envoyés par chaque photosite en fonction de la façon dont ils étaient excités par des photons. Plus il y a de photons qui sont passés sur ce pixel, plus il enverra de millivolts. Donc c'est une information extrêmement simple, mais très riche, puisque pour chaque pixel, on a la quantité lumineuse qui a réussi à franchir notre filtre de couleur. Et quand on commence à atteindre des 12 millions ou des 36 millions de pixels, ça commence à faire beaucoup d'informations, et du coup ça fait des fichiers extrêmement lourds. C'est pour ça que le RAW, c'est lourd. Alors maintenant, comment est-ce qu'on tire l'image? Comment est-ce qu'on la développe? C'est ça qui est intéressant, parce que même si sur le principe, on a tous compris un petit peu comment ça marche, on va rentrer de manière un peu plus technique dans le vif du sujet. Donc en gros, ce qu'il va nous falloir faire, c'est retrouver les informations manquantes de chacun des pixels en fonction des informations des pixels adjacents. Chaque fabricant, Red, Sony, Harry, a sa petite popote, sa petite tambouille, sa petite cuisine pour réussir à tirer une image de ce RAW. Et c'est ce qui fait que chaque image est un peu différente, même pour le même capteur. On a par exemple Sony qui fait des capteurs pour quasiment la Terre entière, mais même quand il donne le même capteur à Sigma, à Panasonic, à Nikon et pour son A7 III, eh bien les 4 caméras
qui utilise ce fameux capteur de 21,3 millions de pixels rétroéclairés ne sortent pas la même image. Et alors, quelles sont les grandes lignes de la débayerisation? Ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, déjà, c'est de trouver tous les verres. Parce que, sachant qu'il y a la moitié du capteur qui est constitué de verre, on va simplement essayer de retrouver l'autre moitié à l'aide du bleu et du rouge. On commence tout d'abord par prendre une zone test de 5 sur 5. À l'intérieur de cette zone test, on va vérifier s'il y a un dégradé lumineux qui dépasse un certain seuil. C'est-à-dire si on a un dégradé assez harmonieux du haut vers le bas ou de la droite vers la gauche, on va considérer que tout est harmonieux, tout va bien. Mais s'il y a des trop grandes différences, alors on va détecter un contour. Alors qu'est-ce qu'on fait si on découvre un contour vertical? Eh bien, on va appliquer verticalement une règle de calcul pour pouvoir trouver, extrapoler les verres manquants. Si on trouve un contour qui coupe notre zone test de manière horizontale, alors on va calculer de manière horizontale nos moyennes. Une fois qu'on a pris notre échantillon test de 5 sur 5, on va reproduire le même schéma sur un échantillon de 9 par 9. Et alors là, on va utiliser ces calculs-là. Et je vous laisse 2 secondes pour les digérer. Voilà, ils sont assez simples à digérer. Alors, je vous explique quand même rapidement cette équation. En gros, on met en opposition la valeur mesurée et la valeur calculée, celle qu'on a extrapolée d'après nos premiers calculs. Et si elle colle, bah elle colle, tant mieux. Si elle colle pas, dans ces cas-là, on a juste à ajuster. C'est tout. Ça va nous permettre également de pouvoir déceler de nouveaux contours. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir trouver les valeurs manquantes du vert. Pour trouver les valeurs manquantes du bleu et du rouge, on va utiliser les mêmes procédés, sauf que ce sera un petit peu moins précis, d'une part parce qu'on a beaucoup plus d'informations à aller chercher, mais également parce que pour ce faire, on va s'appuyer sur les résultats qu'on a calculés de la couleur verte. Et du coup, cette couleur verte, c'est déjà une approximation. Donc on va trouver du bleu manquant à partir de vert qu'on aura mesuré et du vert qu'on aura estimé. Mais c'est pas grave, puisque le rouge et le bleu, ce sont 2 couleurs qui participent beaucoup moins à la netteté de notre image. Et notre œil est vraiment beaucoup plus sensible au vert. Donc tant qu'on a un vert qui est extrêmement précis, ça nous permettra de pouvoir voir une image qui est correcte, même si le bleu et le rouge sont un petit peu moins précis. Précis, ça fait 2 fois précis. J'aime pas trop, c'est comme chacal, on aurait tous la bande de chacal, ça faisait 2 fois chacal. Personne n'aura la rêve de toute manière. Et une fois qu'on a retrouvé du coup ces couleurs, on va pouvoir former notre image, notre positif, celle qui va pouvoir être regardée. Et à ce moment-là, cette image, ce n'est plus du RAW. Vu qu'elle est remplie d'images calculées, elle a été interprétée. Du coup, c'est plus la valeur brute de notre capteur. Donc le RAW, c'est tout simplement l'information brute de chacun de ces photosites. Chaque marque encapsule ces informations et les codes d'une certaine manière, qui fait qu'il va y avoir du ProRes RAW, il va y avoir du BiRAW, il va y avoir du R3D. Et au niveau de la débayerisation, c'est-à-dire du développement, chaque marque aura sa propre petite popote et du coup une image pourra être complètement différente à cause des choix de calcul qu'aura fait cette marque pour déterminer les couleurs manquantes qu'on n'aura pas enregistrées. J'espère que c'est plus clair pour vous, que vous aurez appris un petit quelque chose. Si c'est pas le cas, écoutez, il fallait mieux faire du Roblox. Et puis si c'est le cas, écoutez, tant mieux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.